Elle monta à bord de l'appareil et gagna sa place en première classe, le regard baissé pour éviter les regards. Les chuchotements se muèrent vite en plainte, puis en humiliation quand les agents de bord l'obligèrent à quitter son siège. Les rires l'accompagnèrent dans l'allée tandis qu'elle ajustait son sac, laissant son blouson remonter juste assez pour révéler un tatouage impossible à confondre. L'insigne des Navy Seals gravé dans sa peau. Le silence tomba aussitôt dans la cabine. Quand le commandant de bord fit son apparition et aperçut le dessin, la couleur quitta son visage. Il savait exactement qui elle était. De quelle ville nous regardez-vous aujourd'hui? Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour découvrir d'autres récits rendant hommage à ceux qui servent sans jamais réclamer d'honneur. Claire Whitaker traversait l'aéroport international de Los Angeles telle une ombre, rapide, discrète, presque invisible. 15 années dans les opérations spéciales navales lui avaient appris à se fondre dans n'importe quel décor. Mais ce jour-là, elle ne cherchait pas à disparaître. Elle était simplement elle-même. Une femme en jean usé, veste de cuir fatigué, cheveux tirés en chignon pratique, les yeux toujours en alerte par habitude. L'appel à l'embarquement pour le vol 237 à destination de New York, JFK, résonna dans le terminal. Claire hissa son vieux sac de toile, celui qui l'avait suivi sur 4 continents, et rejoignit la file, billet en main. Devant elle, un homme d'affaires en costume anthracite impeccable lui jeta un regard de côté avant de replonger dans sa conversation téléphonique sur les chiffres du trimestre. Elle l'ignora. Le message de son frère brûlait dans son esprit. L'état de papa empire. Le médecin dit que c'est une question de jours, pas de semaines. Dépêche-toi. 15 ans à répondre à tous les appels, sauf ceux de la maison. Et la voilà enfin de retour. Sans doute trop tard. L'agent d'embarquement ne fit guère attention à son billet, concentré sur les voyageurs en costume qui la précédaient. Claire avança sur la passerelle, avec la démarche précise de ceux qui ne perdent jamais un mouvement. À bord, le sourire de la chef de cabine vacilla un instant en voyant ses habillements simples, puis retrouva son professionnalisme. « Bienvenue à bord. Première classe sur la droite. » Claire trouva son siège un C côté allée et rangea son sac avec efficacité. Autour d'elle, cadres supérieurs et voyageurs fortunés s'installaient avec leur assurance habituelle. De l'autre côté, Richard Hale, la cinquantaine arrogante et l'attitude de celui qui attend que le monde s'incline, fronça les sourcils à son arrivée. « Excusez-moi » murmura-t-elle pour rejoindre sa place. Il poussa ses jambes en soupirant ostensiblement, sans vraiment se lever. « Je crois que vous vous êtes trompé de section », dit-il assez fort pour que les voisins entendent. Claire montra simplement son billet. « 1C ». Elle s'installa calmement, réduisant ses gestes comme on le fait quand la discrétion peut sauver la vie. Son téléphone vibra. Un nouveau message d'Ethan. « Tu es où ?» Il demande après toi. L'annonce tomba. Un système orageux retardait le départ 40 minutes ou plus. Erin Collins, hôtesse au sourire bien rodé, s'approcha avec les boissons de pré-embarquement. « Juste de l'eau, merci », répondit Claire. « Champagne », lança Hale d'une voix forte, ajoutant pour les passagers alentours. Autant profiter des avantages qu'on paie, non? Quelques rires fusèrent. Claire détourna les yeux vers la fenêtre où s'amoncelaient les nuages noirs. Elle avait traversé bien pire, au sens propre comme au figuré. Derrière elle, 2 femmes en tenue de créateur bavardaient exprès assez fort. « Le niveau a vraiment baissé », dit l'une. « Je me souviens d'une époque où l'on s'habillait correctement pour la première classe. »« Peut-être qu'elle a gagné un surclassement », ricana l'autre. « Ces concours en ligne, tu vois ?» Claire ne réagit pas. Elle avait connu des extractions d'otages en territoire taliban. Les commentaires de passagers n'étaient rien face à ça. Pourtant, une tension familière remonta le long de sa colonne. Cette hypervigilance qui ne l'avait jamais quittée, même loin du terrain. Plus les minutes passaient, plus l'ambiance se tendait en première. Hale s'improvisa porte-parole des mécontents, élevant la voix sur l'incompétence et l'argent gaspillé. 2 rangées plus loin, Graham Foster, un jeune cadre dynamique, se retournait sans cesse pour participer à la contestation. « À ce prix, on pourrait au moins nous tenir informés », lança-t-il, jetant à Claire un regard comme si elle incarnait à elle seule le déclin des standards. « À ces tarifs-là, il pourrait au moins nous tenir informés », lança Graham Foster en jetant un coup d'œil vers Claire, comme si elle portait la responsabilité du déclin qu'il dénonçait. «
Quand Sofia Alvarez revint accompagnée de Laura McKinney, la chef de cabine, Claire sentit la tempête avant même qu'elle n'arrive à son siège. « Mademoiselle Whittaker, » dit Laura d'un ton maîtrisé, « je crains qu'il y ait eu une erreur de réservation. Nous allons devoir vous replacer en classe économique. » Claire baissa les yeux sur son billet. « C'est bien marqué un C. »« Oui, mais sur notre manifeste, » commença Laura. Richard Hale l'interrompit, satisfait. « Comme quoi, certaines règles tiennent encore. » La voix de la chef de cabine se fit plus basse. « Je suis désolé pour cet incident, mais nous avons besoin de ce siège pour un autre passager. Nous pouvons vous offrir un avoir pour un futur vol. » Autour d'elle, Claire remarqua les sourires narquois. Elle avait affronté le feu ennemi sous une hostilité moins pesante que ses regards. L'espace d'un instant, elle songea à protester. Elle avait tout droit d'être là. Mais 15 années de discipline lui dictaient une autre voie, celle du moindre conflit. « Très bien, » dit-elle doucement en rassemblant ses affaires. En se levant, Hale lâcha à mi-voix. « Il y a des gens qui n'ont clairement pas leur place ici. Ça se voit tout de suite. » Graham Foster, lui, dégaina son téléphone et prit une photo en douce, pianotant aussitôt sur l'écran. Voilà qu'on surclasse n'importe qui. Quelle blague. La traversée de la cabine premium, transformée en chemin de honte, sembla plus longue qu'une extraction en territoire ennemi. Claire fixa droit devant elle, impassible. En classe économique, Jason Meyers, un autre steward, la guida à travers les rangées bondées. « Nous sommes complets à cause des annulations dues au mauvais temps, » expliqua-t-il nerveux. « Nous essayons de vous trouver une place. » Claire resta debout dans l'allée, son sac sur l'épaule, sous les regards insistants des passagers. Son entraînement militaire l'avait préparée à bien des épreuves, mais pas à l'humiliation publique. Elle passa son sac sur l'autre épaule. Son blouson remonta un peu, dévoilant un fragment de tatouage. Une jeune femme l'aperçut, ses yeux s'écarquillant, mais Claire rajusta vite sa veste et l'instant s'éteignit. « Je peux rester à l'arrière, le temps que vous trouviez quelque chose, » proposa-t-elle à Jason, visiblement mal à l'aise. « Nous devons avoir tous les passagers assis au décollage, » répondit-il, en jetant un coup d'œil inquiet vers l'avant. Il y a visiblement une confusion avec la réservation. Derrière eux, quelques voyageurs d'écho qui avaient entendu la scène commentèrent « Eh bien, c'est du joli !» Il se plie en 4 pour elle, remarqua sèchement une vieille dame. Claire soutint le regard du steward. « Je vais attendre au galet arrière. Prévenez-moi dès que vous avez un siège. » Elle s'y dirigea, passant devant une rangée où une fillette l'observait avec curiosité, sans jugement. L'enfant, 7 ou 8 ans à peine, se pencha vers sa mère et murmura quelque chose. La mère leva les yeux vers Claire, secoua la tête. « Non, chérie, ce n'est pas une militaire, juste une dame rétrogradée. » Un sourire amer effleura les lèvres de Claire. Juste une dame qui avait passé 6 mois intégrée à une unité de combat en province de Kandahar. Juste une dame qui avait coordonné l'exfiltration de 3 sources de renseignements si sensibles qu'elles n'existaient et pas sur les registres. Juste une dame qui avait porté un coéquipier blessé sur 3 kilomètres de terrain hostile, sans couverture aérienne. Mais n'était-ce pas là tout le sens de sa carrière ? Être invisible, faire ce qu'il fallait sans reconnaissance, servir en silence. Au galet arrière, elle posa son sac et fit rouler sa nuque pour chasser l'attention. Le retard, l'éloignant de son père, la rongeait. Si elle manquait ces derniers au jour après 15 ans à choisir le devoir plutôt que la famille, qu'est-ce que cela ferait d'elle ? L'interphone grésilla. « Mesdames et messieurs, ici le commandant Daniel Cross. Veuillez excuser le retard prolongé. Le contrôle aérien nous annonce une autorisation dans une quinzaine de minutes. Équipage, préparez la cabine pour le décollage. » Claire remarqua Jason qui discutait avec un collègue, jetant parfois des coups d'œil dans sa direction. Le problème de son placement restait entier. La porte de l'appareil était close depuis un moment déjà. Dehors, le ciel s'assombrissait. Par le hublot du galet, elle apercevait les équipes au sol s'affairer contre la tempête qui approchait. Le commandant Daniel Cross pilotait des avions de ligne depuis 15 ans, après une carrière militaire déjà bien remplie. La routine était devenue sa religion. Vérification avant vol, briefing d'équipage, inspection personnelle de la cabine, le retard dû à la météo avait bousculé son planning, mais pas ses habitudes. Il sortit du cockpit, rajustant sa casquette d'un geste précis, et entra dans la cabine de première classe. Plusieurs passagers exprimèrent aussitôt leur mécontentement face à l'attente
qui l'accueillit avec un calme professionnel. En poursuivant son inspection, il remarqua un siège vide, le 1C, malgré un manifeste complet. « Il manque un passager ?» demanda-t-il à Laura McKinney, venue à ses côtés. « Non, commandant, il y a eu une erreur de réservation. Nous avons déplacé une passagère en classe économique. » Le front de Cross se plissa légèrement. En plein vol bondé, retardé par le mauvais temps, une passagère qui accepte sans protester. Laura le rassura, mais il hocha la tête d'un air pensif et continua sa marche, ses yeux glissant sur chaque détail, réflexe de ses années militaires où négliger une anomalie pouvait être fatale. Arrivé à la séparation entre cabines, il aperçut la passagère en question. Une femme, immobile, près du galet arrière, sac à ses pieds. Quelque chose dans sa posture attira son attention, le dos contre la paroi, les yeux scrutant les mouvements, les pieds ancrés pour l'équilibre. Lorsqu'elle se déplaça légèrement pour laisser passer une hôtesse, sa veste remonta, dévoilant le bord d'un tatouage complexe. Le pas du capitaine se figea. Impossible de s'y tromper. Le trident des Navy Seals, enrichi de marques supplémentaires que seuls les initiés pouvaient comprendre. Son visage se transforma. La discipline glacée laissa place à une reconnaissance fulgurante. Il connaissait ce visage, vu dans des rapports de renseignements classifiés, et il savait ce que signifiaient ces marques précises. « Lieutenant-commandeur Whittaker », murmura-t-il, avant d'ajouter plus fort, « récipiendaire de la Silver Star, province de Kandahar ». La femme leva les yeux. Leurs regards se croisèrent, deux soldats qui avaient trop vu, se reconnaissant sans mots. Le bruit de l'avion s'effaça autour d'eux. Daniel Cross se redressa, raide comme à la parade, et salua d'un geste net digne de ses années d'instruction. « Commandant, » dit-il d'une voix claire, « j'ai servi avec le soutien de la 5e flotte lors de l'opération Neptune Spear. Votre équipe a sauvé l'unité de mon frère. » Les passagers proches, qui avaient suivi la scène du déclassement avec curiosité, restèrent figés. Certains en classe économique, anciens militaires eux-mêmes, reconnurent l'importance du salut du capitaine. Claire inclina légèrement la tête, sans changer d'expression, mais ses yeux disaient assez. Cross se tourna vers Jason Meyers. Le lieutenant-commandeur Whittaker regagnera immédiatement son siège en première classe. Le silence se propagea de l'arrière de la cabine jusqu'aux rangées de première classe, où Richard Hale et d'autres tentaient d'apercevoir ce qui se passait. « Je souhaite à chacun un vol agréable », conclut Cross, ses yeux croisant un instant ceux de Hale, le message limpide. Puis, il reprit le chemin du cockpit. Sofia Alvarez, les mains tremblantes, s'approcha avec un verre d'eau fraîche. « Je suis tellement désolée, commandant, » murmura-t-elle. « Si j'avais su... » « Vous ne pouviez pas savoir, » répondit simplement Claire. « C'est bien là tout l'enjeu. » Sofia hésita avant d'ajouter « Mon cousin était en poste à Kandahar. Il racontait qu'une femme soldat avait sorti une unité encerclée alors que personne n'osait tenter l'extraction. » Claire hocha la tête, sans s'attarder. « J'ai seulement fait le travail pour lequel j'étais formé. » De l'autre côté de l'allée, Richard Hale tout sauta, mal à l'aise. « Je tiens à m'excuser pour mes propos tout à l'heure. Je n'avais aucune idée. » Claire l'interrompit d'une phrase calme. « Vous avez jugé ce que vous voyez, comme la plupart des gens. » Les mots restèrent tombés suspendus entre elles. Ni accusation, ni pardon. Simple constat. Graham Foster se pencha en avant depuis son siège. « Commandant, je voulais m'excuser pour la photo. Je l'ai supprimée, bien sûr. »« Trop tard, je le crains, » répondit Claire en désignant d'un mouvement de tête une femme quelques rangs plus loin, qui tapotait sur son téléphone tout en levant parfois les yeux vers elle. L'histoire se répandrait, comme toujours. Après tant d'années, à œuvrer dans l'ombre, à être un fantôme que les gouvernements pouvaient nier, elle allait redevenir visible, ne serait-ce qu'un instant. Peut-être était-ce approprié pour ce dernier voyage vers son foyer. Sur le siège voisin, un vieil homme coiffé d'une casquette élimée de vétéran capta son regard et lui adressa un salut discret. « D'un soldat à un autre », dit-il simplement. Ses mains usées portèrent les cicatrices indélébiles de ceux qui ont connu le combat de près. « Corée », ajouta-t-il, sans autre présentation. « Merci pour votre service », répondit Claire, les mots sortant machinalement mais avec sincérité. Le vieil homme eut un petit rire amer. « On me le dit souvent, ces dernières années. Ça n'a pas toujours été le cas. Quand nous sommes rentrés, personne ne voulait savoir. » Claire acquiesça. Les gardes changeaient, les accueils aussi,
Mais certaines choses restaient immuables, le poids porté et l'incommunicable à ceux qui n'y avaient pas été. « Votre père ?» demanda le vétéran. Claire eut un sursaut. « La raison de votre voyage, précisa-t-il. J'ai vu votre regard quand vous avez consulté votre téléphone. »« Capitaine de la Navy ?» confirma-t-elle. « Cancer. On dit qu'il ne reste que quelques jours. » L'homme hocha simplement la tête. Aucun mot de plus. Mais dans ses yeux brillait une compréhension totale. Certaines connexions n'avaient pas besoin de phrases. L'avion entama enfin les préparatifs de décollage. Son téléphone capta le réseau de bord. Un nouveau message d'Ethan. Ils disent qu'il s'accroche par pure volonté. Ils répètent qu'il t'attend. Claire ferma les yeux tandis que les réacteurs rugissaient. Pour la première fois depuis des années, elle se permit de ressentir la fatigue. Pas l'épuisement physique des missions, mais l'usure profonde de celui qui vit toujours en retrait, en alerte, contrôlé, l'épaule sur laquelle les autres s'appuient. L'appareil s'élança sur la piste, l'écrasant contre le dossier, puis s'éleva dans le ciel gris de Los Angeles. Elle éprouva une transition plus profonde que le simple voyage. Pendant 15 ans, elle avait vécu entre deux mondes, opérant dans des zones dont personne n'avait connaissance, prenant des décisions qui ne figureraient jamais dans les livres d'histoire. Désormais, elle rentrait vers celui qui l'avait mise sur cette voie et qui en connaissait le prix. Son père, Robert Whittaker, capitaine de la Navy, 40 années de service derrière lui. Il ne l'avait jamais poussée vers l'armée, bien au contraire. Lorsqu'elle avait évoqué l'académie, il l'avait d'abord découragée. Trop de pertes, trop de cicatrices. Mais face à sa détermination, reflet de la sienne, il était devenu son plus ardent soutien. « Si tu sers, avait-il dit lors de sa remise de galon, alors sers de toutes tes forces. Les demi-mesures tuent. » Elle avait gravé cette leçon dans sa chair et suivi la voie la plus exigeante. Lorsque les cils ouvrirent enfin le BUDES aux femmes à titre expérimental, elle fut parmi les premières candidates et la seule de sa promotion à terminer l'entraînement. S'ensuivirent des années à prouver sa valeur, encore et encore. Non pas seulement comme femme dans les opérations spéciales, mais comme opératrice digne des missions les plus sensibles. Quand l'appareil atteignit son altitude de croisière, l'ambiance en première avait changé. L'hostilité du début avait cédé la place à un mélange curieux de respect et d'étonnement. Les conversations se faisaient de plus discrètes, mais tournaient clairement autour d'elle. Laura McKinney revint, son masque de professionnalisme de nouveau en place, mais teinté d'une sorte de respect admiratif. « Commandant, le capitaine Cross m'a chargé de vous présenter ses excuses personnelles pour ce malentendu. La compagnie prendra contact officiellement pour vous dédommager. »« Ce n'est pas nécessaire, » répondit Claire. « Non, y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez pour le vol ?» insista Laura. « De l'eau et du calme. » Alors que l'hôtesse s'éloignait, Claire aperçut la petite fille d'économie, la tête dépassant timidement de la cloison. Leurs yeux se croisèrent, et au lieu de fuir, l'enfant leva la main dans un salut timide. Malgré elle, Claire esquissa un sourire et répondit au geste de l'enfant. La mère surgit aussitôt, l'air désolé, entraînant sa fille vers son siège. Mais avant de disparaître, la fillette lança à voix haute « Tu vois, maman, je t'avais dit que c'était une soldate. » Les yeux de la mère s'écarquillèrent en se tournant de nouveau vers Claire. Ayant visiblement compris l'écho de la reconnaissance du capitaine, elle articula silencieusement « merci » avant de regagner l'arrière. Sofia Alvarez reparut avec un panier de collations fraîches qu'elle présenta d'abord à Claire. « Le commandant Cross a mentionné que vous aviez servi au sein de l'équipe SEAL Team 6. Mon frère aussi est militaire, chez les Army Rangers. Il est en mission en ce moment. » Claire prit une barre protéinée. Les Rangers, du solide, où est-il déployé? Il ne peut pas le dire exactement. Quelque part en Afrique. Claire acquiesça. Elle savait parfaitement quelles opérations se déroulaient là-bas, quel régiment y était affecté, mais garda la discrétion attendue. Transmettez-lui les respects de Trident la prochaine fois que vous lui parlerez. Les yeux de Sophia s'illuminèrent. Je n'y manquerai pas. Il en sera fou de joie. Le vol se poursuivit. Claire s'efforçait de rester discrète, mais la nouvelle circulait déjà d'un bout à l'autre de l'avion. Les passagers trouvaient 1000 prétextes pour passer près de son siège, certains pour la remercier, d'autres pour partager un souvenir lié à l'armée. Elle accueillait chaque échange avec la même dignité tranquille, ni encourageante, ni froide. Cette soudaine visibilité lui pesait presque plus qu'une zone de combat. Richard Hale n'avait plus rien dit, mais elle sentait parfois son regard. Vers la moitié du vol,
Il se leva pour aller aux toilettes de l'avant. En revenant, il s'arrêta à sa hauteur. « Commandant, je voudrais… » »« C'est oublié, » trancha-t-elle, espérant clore le sujet. Il hésita, puis reprit malgré tout. « Mon fils voulait s'engager après le lycée. Je l'en ai dissuadé. Je pensais qu'il méritait mieux, une école de commerce, marcher sur mes traces. » Il fit une pause. « Je ne l'ai jamais dit à personne, mais je crois que j'ai eu tort. Il n'a jamais trouvé sa voie. Jamais ce regard. Celui que vous avez. Celui qui dit « Je sais exactement pourquoi je suis là. » Avant que Claire ne puisse répondre, l'interphone grésilla. « Mesdames et messieurs, ici le commandant Cross. Nous avons l'autorisation d'une approche directe sur l'aéroport JFK de New York. Merci de regagner vos sièges et d'attacher vos ceintures. » Hale hocha respectueusement la tête et regagna sa place. Tandis que l'avion amorçait sa descente, Claire se demanda ce qui l'attendait au-delà de la chambre d'hôpital de son père. Des permissions accumulées jamais prises, des décorations jamais exposées, une vie civile jamais construite. Le train d'atterrissage toucha le tarmac de JFK dans un léger soubresaut. Alors que l'appareil roulait vers le terminal, la voix de Cross résonna une dernière fois. « Mesdames et messieurs, bienvenue à New York. Il est 16h47. Le temps est clair. Température 20 degrés. Merci de rester assis jusqu'à l'extinction du signal lumineux. » Un bref silence, puis « Au nom de tout l'équipage, je tiens à exprimer notre profonde gratitude envers ceux qui servent notre nation, en particulier des officiers comme le lieutenant-commandeur Whittaker, qui ne réclament aucune reconnaissance mais méritent notre respect le plus élevé. Ce fut un honneur de vous ramener chez vous, commandant. » La cabine éclata en applaudissements spontanés. Claire fixa droit devant, visage impassible, même si l'émotion menaçait de fissurer sa maîtrise. Lorsque l'avion se plaça à la porte et que le signal de ceinture s'éteignit, les passagers commencèrent à se lever. Mais, à l'inverse de la ruée habituelle, un fait singulier se produisit. En première classe, Richard Hale, Graham Foster et les autres restèrent assis. Laura McKinney s'approcha de Claire. « Commandant, quand vous serez prête ?» Elle comprit. Il l'attendait pour sortir la première. Un geste inutile, inconfortable, mais lourd de sens. Elle saisit son sac et remonta l'allée. En passant par la première, puis par l'économie, elle trouva à la porte le capitaine Cross, droit comme un piquet. « Au garde à vous. »« Merci pour votre service, commandant, » dit-il solennellement. « Et bon courage auprès de votre père. » Claire hocha la tête, incapable de parler. Puis, forte de la discipline qui l'avait portée à travers ses missions les plus ardues, elle redressa les épaules et quitta l'avion, vers une mission pour laquelle aucune préparation ne l'avait armée, dire adieu. Le couloir de l'hôpital new-yorkais exhalait une odeur d'antiseptique et d'espérance qui s'éteignait peu à peu. Claire avançait avec la même efficacité silencieuse que tout au long de sa carrière, mais son cœur battait d'une émotion qu'aucun entraînement n'avait su apprivoiser. Devant la chambre 437, son frère Ethan l'attendait, les yeux rougis par des nuits sans sommeil. « Tu es là », dit-il en la serrant dans ses bras, avec la force désespérée de celui qui s'accroche à sa dernière bouée. « Comment va-t-il » demanda-t-elle sans lâcher prise. « Pour toi, je crois. » À l'intérieur, le capitaine Robert Whittaker reposait entre des draps d'un blanc maladif, son teint aussi pâle qu'eux. 40 ans, dans la Navy, l'avaient rendu redoutable, le cancer l'avait rendu fragile. Ses paupières battirent quand Claire s'approcha, et un sourire éclaira son visage émacié. « Ma fille » murmura-t-il, toujours au rendez-vous quand il le faut. Elle prit sa main, cette main qui autrefois avait fixé ses galons de capitaine, qui lui avait appris à naviguer quand elle avait 8 ans, qui avait signé sa recommandation pour l'académie avec une fierté farouche. « Je suis désolé d'avoir mis si longtemps, » dit-elle. Il secoua la tête faiblement. « Tu étais là où tu devais être. » L'après-midi glissa vers le soir. Claire ne quitta pas son chevet. Les mots furent rares. Leur famille n'en avait jamais eu besoin de beaucoup. Dans le silence se trouvait l'essentiel. Robert s'assoupissait, reprenait conscience par instants. Lors d'un moment de lucidité, il demanda « Ton équipe ?»« Tout va bien, assura-t-elle. Martinez est devenu Master Chief. Nguyen s'est marié, si tu peux le croire. Et Harper a enfin battu mon record sur le parcours d'obstacles. » Un sourire fantomatique étira ses lèvres. Il fallait bien que ça arrive un jour. Une infirmière entra, plateau de médicaments à la main, et tendit une tablette. « Mademoiselle Whittaker,
Des gens demandent après vous en bas. Quelque chose à propos d'un vol hier. » Elle lui montra l'écran. Une héroïne discrète, honorée en plein vol. En dessous, une photo prise par un passager, le capitaine Cross la saluant dans l'allée du vol 237. L'histoire s'était répandue en une nuit. Des dizaines de militaires, en activité ou retraités, s'étaient rassemblés dans le hall de l'hôpital, en solidarité silencieuse. Les yeux de Robert se posèrent sur l'image. « Qu'est-ce que c'est ?» Claire résuma l'incident, minimisant comme toujours ses actions. Un rire faible, étouffé par la douleur, s'échappa de lui. Il avait toujours porté le poids sans se plaindre. Son téléphone vibra. Un message du capitaine Cross. « J'espère que vous êtes arrivé à temps. Votre père a servi avec distinction. Vous aussi. La PDG de la compagnie souhaite vous parler dès que possible. » Robert serra sa main avec une force inattendue. « Les meilleurs servent dans le silence, » dit-il avec peine. « Mais parfois, il faut que le silence soit entendu. » Dehors, le couloir s'était rempli d'uniformes. Une garde d'honneur improvisée s'était formée en apprenant la condition du capitaine Whittaker. Lorsque Claire sortit chercher un café, ils se mirent au garde à vous, inclinant la tête en signe de respect. Daniel Cross était parmi eux. « On s'est dit que vous ne deviez pas rester seul, » expliqua-t-il simplement. « Pas aujourd'hui. » Claire en fut bouleversée. Elle avait toujours cru que sa carrière resterait invisible, ses succès classifiés, ses sacrifices connus seulement des plus hautes sphères. Pourtant, cette scène prouvait que les liens du service dépassaient les barrières officielles, les branches et même les secrets d'État. « Merci », souffla-t-elle, des mots bien trop faibles pour l'émotion qui l'envahissait. Quand elle revint dans la chambre, les yeux de son père étaient clos, sa respiration faible. Ethan leva vers elle un regard chargé de fatigue. Le médecin dit que ça peut être des heures ou des jours. On ne peut pas savoir. Claire hocha la tête et reprit sa place à ses côtés. « Tu devrais te reposer, » proposa Ethan. « Je peux veiller. »« Je reste, » répondit-elle. La même phrase qu'elle avait répétée tant de fois en mission quand on lui proposait de prendre son tour de garde. Toute la nuit, ils veillèrent ensemble. Le personnel médical venait régulièrement vérifier les constantes, ajuster les perfusions, dans ce calme familier de ceux qui côtoient la frontière entre vie et mort. À l'aube, Robert Whittaker ouvrit les yeux avec une clarté inattendue. Il fixa sa fille avec reconnaissance, avec une intention claire. « La boîte !» murmura-t-il. « Dans mon bureau, 3e tiroir. » Ethan fronça les sourcils. « Papa, quelle boîte ?» Mais les yeux de Robert restaient accrochés à ceux de Claire. Elle comprit. Il y avait des choses entre eux, de soldat à soldat, qu'Ethan ne pouvait partager. « Je la trouverai, » promit-elle. Un léger hochement de tête, la satisfaction dans son regard. « Fier ?» murmura Robert, d'une voix à peine audible, si fière. Avant que le soleil ne se lève, il rendit son dernier souffle, la main de sa fille serrée dans la sienne. De l'autre côté de la fenêtre, les premières lueurs de l'aube illuminaient la silhouette de la Statue de la Liberté, colonne de force immobile, veillant sur la ville. Les jours qui suivirent se confondirent en un tourbillon de démarches et de messages. La nouvelle du décès du capitaine Whittaker circula vite dans les cercles militaires. Sa carrière exemplaire lui valut des honneurs qu'il n'avait jamais cherchés, mais qu'il méritait amplement. Claire, méthodique, s'occupa de tout avec la même rigueur que sur le terrain. Efficacité, précision, la structure des tâches servant de rempart contre l'émotion qui menaçait de la submerger. Dans le bureau de son père, elle trouva la boîte évoquée, un coffret en bois simple, gravé de l'emblème de la Navy. À l'intérieur, quelques lettres de félicitations, des médailles jamais accrochées, des photos jaunies de déploiements passés. Parmi elles, une enveloppe à son nom, scellée depuis près de 10 ans. Elle l'ouvrit avec précaution. « Ma chère Claire, si tu lis ces lignes, c'est que j'ai entamé ma dernière mission. Ne t'attarde pas dans le chagrin, nous savons bien tous les deux que les marins n'y cèdent pas. J'ai suivi ta carrière de loin, glanant les bribes qu'on me permettait. Ce que je sais suffit à emplir ma fierté. Ce que j'ignore, je peux l'imaginer. La route que tu as choisie est plus dure que ce que beaucoup pourraient m'en supporter. Le fardeau que tu portes est invisible aux yeux des civils. Je le reconnais, car je l'ai porté moi aussi. Mais jamais aussi loin ni aussi seul que toi. Quand tu es né, j'espérais pour toi un chemin plus doux. Quand tu as choisi de suivre le mien, j'ai eu peur pour toi. Quand tu m'as dépassé, je suis resté en admiration. N'oublie pas, notre plus grand service ne se mesure pas aux décorations ni aux missions, mais aux instants
où nous choisissons le devoir plutôt que le confort, les autres plutôt que nous-mêmes. À cette mesure, tu es le meilleur officier que j'ai jamais connu. Le monde ne connaîtra peut-être jamais toute ton histoire, mais moi je la connais. Et je ne souhaite pas de plus grand héritage que de savoir que ma fille veille sur le mur, pendant que d'autres dorment en paix, jusqu'à ce que nous nous retrouvions en des eaux plus calmes. Papa. Les mots se brouillèrent à travers les larmes que Claire retenait depuis si longtemps. Elle replia la lettre avec soin, la replaça dans le coffret aux côtés des reliques de son père. Les funérailles, au cimetière national de Fort Rosecrans, rassemblèrent des centaines de personnes, preuve de l'empreinte laissée par Robert Whittaker au fil de ses décennies de service. Claire se tenait droite, uniforme de cérémonie, les décorations qu'elle portait rarement brillant sous le soleil de l'après-midi. À ses côtés, Ethan représentait la part civile de leur famille, celle qui avait continué sa route tandis que père et fille servaient loin de chez eux. Lorsque la garde d'honneur replia le drapeau avec une précision solennelle, Claire balaya du regard l'assemblée. Elle reconnut beaucoup de visages liés à la carrière de son père. D'autres étaient des inconnus, mais reliés par ces fils invisibles qui unissent les familles militaires au-delà des générations et des armes. Tout au fond, elle distingua le capitaine Daniel Cross, en uniforme d'aviateur, debout au garde-à-vous. Derrière lui, à sa grande surprise, se trouvaient plusieurs passagers du vol 237, dont Richard Hale et Graham Foster. Ils étaient venus rendre hommage à un homme qu'ils n'avaient jamais connu, par respect pour une fille qu'ils avaient failli mépriser. Le drapeau plié fut remis à Claire au nom du président des États-Unis et d'une nation reconnaissante. Elle le reçut d'une main ferme, même si son cœur, lui, tremblait. Après la cérémonie, un flot continu de proches et de camarades vinrent présenter leurs condoléances, partager souvenirs et histoires. Ethan prit en charge la plupart des échanges, comprenant que la contenance de sa sœur dépendait d'une distance soigneusement maintenue. Un officier en uniforme de cérémonie s'approcha. Les insignes sur ses épaules marquèrent son grade d'amiral. « Commandant Whittaker, dit-il avec gravité, votre père était l'un des meilleurs officiers avec qui j'ai jamais servi. La Navy a perdu une légende. »« Merci, amiral, » répondit Claire. Il baissa un peu la voix. « Quand vous serez prête à reprendre du service, sachez que les forces spéciales navales ont une place pour vous. Votre expérience est précieuse, surtout pour les nouveaux programmes de formation. » Claire acquiesça sans s'engager. Elle n'avait pas encore songé à l'après, au-delà de ce dernier devoir envers son père. Alors que la foule commençait à se disperser, Daniel Cross s'approcha, main tendue. « Commandant, j'espère ne pas vous importuner. »« Pas du tout, » répondit-elle. « Merci d'être venu. »« Votre père était respecté dans toute la Navy, » ajouta-t-il. Même dans les autres branches, le nom de Whittaker était connu. Claire hocha la tête. Son père n'avait jamais recherché les honneurs. « Les meilleurs ne le font jamais, » répondit Daniel Cross. Puis, après une brève hésitation, il ajouta « Quelqu'un aimerait vous parler, si vous l'acceptez. » Il désigna Richard Hale, qui se tenait à distance, visiblement mal à l'aise. Claire réfléchit un instant, puis acquiesça. Richard s'approcha avec l'humilité de celui qui a beaucoup remis en question. « Commandant Whittaker, je voulais vous présenter mes condoléances pour votre perte et m'excuser à nouveau pour mon comportement dans l'avion. Comme je vous l'ai dit, c'est oublié, répondit-elle. Peut-être que ça ne devrait pas l'être, dit-il doucement. Peut-être que j'avais besoin de m'en souvenir. Il marqua une pause. Mon fils s'est engagé hier dans l'armée, après que je lui ai parlé de ce qui s'était passé pendant le vol. Claire le regarda avec un nouvel intérêt. Pourquoi ? Il a dit qu'il voulait faire partie de quelque chose qui ait du sens, quelque chose de plus grand que des rapports trimestriels et des options boursières. Et je crois qu'il a raison. Alors qu'il parlait, une jeune cadette de la Navy s'approcha timidement. Elle attendit que Claire lui adresse un signe avant de prendre la parole. « Commandant Whittaker, je suis la cadette Madison Blake, » dit-elle en se mettant au garde-à-vous. « Je voulais simplement vous dire que votre parcours, enfin, ce qui n'est pas classifié, m'inspire profondément. » Claire l'observa. Elle reconnut dans ses yeux cette étincelle, ce feu qui l'avait poussée à franchir chaque barrière. « Repos, cadette. Quelle est votre spécialisation ? » « J'ai postulé pour le programme préparatoire Boyd S, » répondit Madison en se redressant encore. « On m'a dit que les femmes n'y arrivaient jamais. C'est pour ça que j'ai postulé. »
Quelque chose se modifia dans l'expression de Claire, un éclat rare de la passion qui brûlait derrière sa discipline. « Souvenez-vous de ceci, Blake, dit-elle, l'uniforme, les décorations, la reconnaissance. Rien de tout cela ne vous définit. C'est qui vous êtes qui donne un sens à tout le reste. » La cadette hocha la tête, les yeux brillants de détermination. « Oui, commandant. » Quand Madison s'éloigna, Ethan rejoignit sa sœur. « Papa l'aurait apprécié, dit-il. Il l'aurait poussé 2 fois plus dur que n'importe quel cadet masculin, répondit Claire avec un mince sourire, comme il l'a fait avec toi. » Elle acquiesça, le regard perdu vers les rangées de stèles blanches qui s'étendaient à perte de vue. Il savait ce que ça coûte, et ce que ça vaut. Dans les jours suivants, Claire resta à New York, réglant les affaires de son père et réfléchissant à ses propres choix à venir. Les congés accumulés au fil des années lui ouvraient soudain une liberté à laquelle elle n'était pas habituée. Un matin, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. « Commandant Whittaker, ici Grace Holloway, PDG de Liberty Air. Je voulais vous présenter mes excuses personnelles pour ce qui s'est passé sur notre vol. »« Ce n'est pas nécessaire, » commença Claire. « Je ne suis pas d'accord, » répondit la dirigeante avec fermeté. « Ce qui est arrivé est indigne de nos valeurs et de notre engagement envers ceux qui servent. Le capitaine Cross m'en a informé et nous lançons une nouvelle formation pour notre personnel. » Après l'appel, Claire resta assise dans le bureau de son père, entourée des traces de sa vie. Sur le bureau trônait une photo de sa cérémonie de commission, père et fille en uniforme naval, la fierté éclatant dans leurs regards. Son téléphone vibra. Un message d'Ethan. « Déjeuner ? Maman est en ville et demande après toi. » La relation avec sa mère avait toujours été compliquée. Elizabeth Whittaker avait divorcé de Robert lorsque leurs enfants étaient adolescents, incapables de supporter les déploiements incessants et la distance émotionnelle qu'ils imposaient. Elle s'était remariée, avait bâti une nouvelle vie, loin de la culture militaire qui avait façonné leur famille. « J'arrive, » répondit Claire. En se préparant à partir, son regard retomba sur la lettre de son père. « Le monde ne connaîtra peut-être jamais ton histoire, mais moi je la connais. Cela lui avait suffi autrefois, cela pourrait encore suffire. Mais quelque chose avait changé dans cet avion, ce moment où le capitaine Cross avait reconnu, au-delà de son service, son humanité. Le poids invisible qu'elle portait depuis si longtemps avait été, sinon enlevé, du moins reconnu. Et dans cette reconnaissance, elle avait trouvé une liberté dont elle n'avait jamais mesuré l'importance. Dehors, le soleil de printemps réchauffait les rues de New York. Des pétales de cerisier volèrent dans la brise, rappelant à quel point la vie est éphémère. Claire marchait avec sa détermination habituelle, mais pour une fois, elle s'autorisait à voir la beauté autour d'elle, chose que sa vigilance opérationnelle n'avait jamais permis. Au restaurant, elle aperçut sa mère et son frère qui l'attendaient. Le visage d'Elizabeth exprimait la nervosité de celle qui cherche à renouer après une longue absence. Claire redressa les épaules et avança. Ce courage-là était différent de celui des champs de bataille, mais il en fallait tout autant. Connaissez-vous quelqu'un qui n'a jamais demandé de reconnaissance, mais qui la mérite plus que quiconque ? Claire Whittaker n'avait jamais recherché la gloire. Mais en l'honorant, peut-être apprendrions-nous à voir au-delà des apparences, à reconnaître que le courage prend bien des visages et que les héros ne se proclament presque jamais. Certaines batailles se livrent loin, d'autres dans un avion ou dans une chambre d'hôpital. Toutes exigent la même chose, du courage.